eu beaucoup de contacts au cours des années et on en a encore beaucoup, bien sûr. Euh, Mon rôle au niveau du gouvernement du Québec est de donner des avis au gouvernement, aux élus, dans différents domaines, dans différents secteurs. Bien sûr, on a eu beaucoup d'activités il y a quelques années, tout ce qui est plus, je dirais, radicalisation de nos sociétés. Aussi, depuis 2 ans au Québec, on avait beaucoup d'inondations. Le fleuve Saint-Laurent avec les lacs, avec les grands lacs. Donc là aussi, des suggestions au gouvernement du Québec là-dedans et dans plusieurs autres secteurs. Bien sûr, moi, avec des collègues, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, j'ai des équipes qui travaillent avec moi. Nous, on fait des suggestions, des recommandations au gouvernement du Québec. Et par la suite, ce sont les élus, les ministres, les députés qui décident. C'est pas moi, bien sûr. Euh, En période, depuis la période de pandémie, depuis quelques mois, je dirais depuis à peu près la mi-janvier, on est beaucoup plus près, on est dans l'urgence, comme vous êtes chez vous dans l'urgence, là. Donc, avec Santé publique en particulier et avec le Bureau du premier ministre du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux ici au Québec, beaucoup là, d'échanges sur comment réagir dans l'urgence dans cette période de pandémie et peut-être comment accélérer dans certains cas la prise de décision quant au financement de grands projets de recherche. C'est sûr qu'on doit toujours viser l'excellence. C'est ce qui fait que c'est bien, là. L'excellence est absolument essentielle, mais aussi comment peut-être accélérer la prise de décision, par exemple pour des essais cliniques. Là. Et ça s'est fait dans certains cas où on a pu aller beaucoup plus rapidement ici au niveau du Québec, mais aussi en partenariat avec le reste du Canada. Et je donnerai 2 exemples. Un exemple d'essai clinique là, avec un anti-inflammatoire bien connu, une molécule utilisée pour le traitement de la goutte, la colchicine, qui est en essai clinique présentement au Québec, dans d'autres provinces au Canada, beaucoup aux États-Unis et de plus en plus un peu partout à travers le monde. Donc, c'est fait rapidement. L'autre exemple, c'est les biobanques. En disant, on est en période de pandémie, il faut prendre les échantillons présentement dans différents types de patients COVID positifs et prendre à différents temps dans l'évolution de la pandémie, de la maladie, pour être capable par la suite d'utiliser ces échantillons-là pour essayer de mieux comprendre le virus et aussi tous les aspects post-pandémie. Donc ça, on a commencé au Québec à faire tout ça. Les échantillonnages se font présentement, et aussi de la génomique. Et là, on le fait maintenant au niveau canadien avec la Colombie-Britannique, avec l'Alberta, et là, on est en discussion avec l'Ontario. Le comité Biobanque du Québec, l'équipe Biobanque travaille beaucoup aussi avec l'Angleterre. Ils ont mis un système en place là-bas aussi, et certaines régions, certains États aux États-Unis. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup encore avec la France, là. Mais l'objectif ici serait de dire on veut partager en termes de recherche fondamentale et de recherche un peu plus appliquée, clinique, là, dans le futur, pour pas juste être centralisé sur le Québec, comme vous avez dit, là, de le faire au niveau plus global. Là, un grand défi, comme chez vous certainement, c'est vraiment maintenant tout ce qui est déconfinement. Et bien sûr, ça, c'est pas simple. Et je dois dire, étant donné qu'on est dans l'urgence, euh, on a tendance à se centrer beaucoup sur nous, hein, la situation ici au Québec. Oui, on regarde un peu ce que vous faites chez vous en France, ce qui est fait en Allemagne, ce qui s'est fait dans certains pays asiatiques, mais nos élus, et on peut comprendre, là, sont très centrés sur la situation locale. Donc, un des défis en termes de conseils scientifiques, c'est de dire, ben, on peut apprendre peut-être ce que les autres ont fait, mais ça reste encore, je dirais, en tout début, là, c'est très préliminaire parce qu'encore une fois, hier, notre gouvernement a annoncé là,
retour à l'école pour l'école primaire. Et c'est certain que plusieurs parents, plusieurs professeurs ont dit ben, c'est beaucoup trop tôt, on ne peut pas faire ça tout de suite, c'est dangereux, etc., etc. Donc, et moi, j'essaie de dire bon, on doit essayer de partager ce qu'on prévoit faire avec des gouvernements dans différentes régions du monde pour essayer d'apprendre de comment eux ont fait ça. Et comme par exemple ici au Québec, la région de Montréal est très touchée, mais hors Montréal, c'est très contrôlé. Il y a très peu de cas de COVID-19 à l'extérieur de la grande région montréalaise. Et où il y en avait, ils ont eu donc de réouvrir les activités dans ces régions-là. Ça semble être possible, tandis que sur Montréal, c'est plus compliqué. Mais quand même, Montréal, c'est la moitié de la population du Québec. Montréal et sa région, c'est quand même très significatif. Si on ne repart pas Montréal, ben c'est sûr que ça a un impact sur le reste du Québec aussi, le reste du Canada. Donc, mais je suis d'accord avec vous qu'être éventuellement capable d'échanger davantage avec d'autres endroits dans le monde, ça devrait être une condition sine qua non, mais ici, je dirais qu'on n'est pas tout à fait rendu là encore. On est encore très collé sur la situation d'urgence au Québec. Oui. On a cette situation. En France, le déconfinement doit commencer à partir du 11 mai. Le Premier ministre présente son plan de déconfinement. Il est pas mal décrié parce que finalement, il n'y a pas énormément de transparence les décisions. Alors, il y a un comité scientifique en appui qui donne des avis très précieux. Moi, je voudrais savoir comment, quand on est finalement, on se positionne comme le c'est l'avis scientifique. Un exemple tout simple, le comité scientifique a dit qu'il serait préférable de reprendre seulement au mois de et on va rouvrir un certain nombre d'écoles à partir du mois de mai. Je suis parent d'élèves, je suis ancien professeur. Vraiment, l'avis m'apporte beaucoup, mais dans le même temps, je trouve qu'il y a de la pertinence à s'écarter un petit peu de l'avis scientifique proprement dit sur la question de l'épidémie, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qu'il faut intégrer qu'on est en... Et ce discours-là arrive très mal en France. Et moi, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce que les Québécois acceptent cette situation finalement qu'on va expérimenter et puis on va voir si on ne marche pas très bien, et ben, il faudra qu'on change notre fusil d'épaule. Je voudrais savoir comment ça se passe dans le rapport avec les scientifiques et cette situation un peu expérimentale. Oui, c'est des fois j'ai un peu de difficulté à vous entendre parce que ça coupe beaucoup là. Mais si j'ai bien compris, vraiment c'est la situation finalement le conseil scientifique par rapport aux politiques là et les prises de décision politiques. Euh, je ne me rappelle pas chez vous comment ça se passe, mais nous, notre premier ministre donne une conférence de presse à tous les jours. Hein, à 13 heures, à tous les jours, depuis le 15 mars, une conférence de presse du premier ministre, et il est toujours accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du directeur de la santé publique. Donc, le directeur de la santé publique, entre guillemets, c'est la science qui est là lors de la conférence de presse et les journalistes peuvent par la suite poser des questions aux trois personnes. Et comme par exemple, depuis quelques jours, lorsqu'on a annoncé, bon, on dit pour les écoles au primaire, on va réouvrir les écoles primaires à partir du 11 mai, ben, c'est certain qu'il y a eu plusieurs questions des journalistes qui ont dit oui, mais d'après la science.
est-ce que c'est certain à 100%, c'est à 100% sécuritaire pour les étudiants, pour les élèves et pour les enseignants? Et là, le premier ministre dit, bon, ben moi, j'ai écouté un peu ce que me disait mon directeur de santé publique. Et là, il passe la parole au directeur de santé publique qui lui dit, ah, c'est de l'épidémiologie. C'est de la science, peut-être, je dirais, en plein vol. C'est un peu comme on construit l'avion en même temps qu'on est dans les airs. Il dit, on n'a pas de certitude à 100%. Bien sûr, il y a des inconnus, mais on va suivre de très près en faisant des tests, là, les différents types de tests de PCR et autres, les parents, pas pour les parents, les enfants, les enseignants et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des questions, mais globalement, je pense que la majorité de la population fait confiance à ce trio-là en disant on n'a pas toutes les réponses en termes de science. On aimerait toutes les avoir, mais c'est un virus qui est quand même nouveau. On ne connaît pas tous les détails de la pandémie, donc on va, oui, ouvrir progressivement. On commence avec les écoles primaires et si on voit qu'il y a une augmentation de tests, de cas positifs, ben là, on va revenir en arrière. Donc, ils l'ont mentionné aussi en disant, ben là, on y va en avant. Et globalement, je dirais que la majorité des journalistes, des éditoriaux, ont été assez en faveur de ça, en disant, oui, on sait qu'on n'a pas toutes les réponses, mais on ne peut pas non plus rester confiné jusqu'à temps qu'on a un vaccin qui soit efficace, qui va peut-être venir dans 1 an et demi, dans 2 ans. Donc, je pense que le public, en général, accepte une certaine prise de risque, peut-être plus en région qu'à Montréal, parce qu'encore une fois, la sévérité, le nombre de cas est beaucoup plus grand à Montréal. Donc, je pense que moi, ce que j'ai vu un peu du côté, je ne suis pas au courant des détails, mais du côté français, avec le conseil scientifique, peut-être récemment, il semblait que c'était plus un genre est-ce qu'on le conflit est peut-être un mot trop fort, là, mais une espèce de conflit entre le conseil scientifique et les élus. Ça, on n'a pas vraiment vu ça au Québec, là. C'est pas tout à fait du registre du conflit, mais je trouve que le conseil scientifique en France est bien positionné. Il donne un avis scientifique. Là où on a du mal à fonctionner en France, c'est que par le manque de confiance qu'il y a dans les élus politiques, quand les politiques prennent une décision qui n'intègre pas que le scientifique, ils sont très sujets à la critique. Et on a beaucoup de mal à avancer si on n'a pas une approche suffisamment comprise et en confiance de la part de tout le monde. Moi, la question que je voudrais un petit peu avancer, c'est les mesures de déconfinement, elles vont s'accompagner de quoi? Par exemple, est-ce que les masques sont préconisés? Les tests vont être plus importants? À quel endroit? Oui, les tests au Québec, présentement, c'est environ 6 000 tests par jour. Et c'était vraiment là dans les hôpitaux, les centres pour personnes âgées, ces endroits-là, bien sûr aussi, par exemple, les policiers, les gens qui sont peut-être pompiers plus à risque d'être exposés. Maintenant, on devrait tripler le nombre de tests par jour. Et là, il va y avoir des tests au niveau des écoles, au niveau des enseignants et éventuellement, peut-être pour assurer les parents, peut-être les enfants aussi, là, mais les enseignants, les gens d'entretien, avoir beaucoup plus d'entretien ménager très, très régulier, de décontamination des espaces dans les écoles. Donc, il va y avoir des tests dans ces endroits-là aussi qui vont se faire à partir du 11 mai pour nous dans les écoles. Il va y avoir aussi tout ce qui est distanciation physique, bien sûr, là. Donc, dans les écoles, c'est libre. Les parents ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants, là. Donc, pour les parents qui décident d'envoyer leurs enfants, on s'attend à peut-être 50%. Donc, dans les écoles, dans les classes, bien sûr, on va s'assurer aussi de distanciation physique
dans les classes. C'est un peu la même chose pour d'autres corps de métier, comme par exemple la construction, tout ce qui est construction, dans les entreprises de construction, dans les entreprises, le manufacturier, tout devrait redémarrer le 11 ou le 18 mai, mais là aussi, les conditions de distanciation physique, de possibilité d'avoir des tests, et aussi, il va y avoir probablement beaucoup d'écrans de plexiglas, tous ces genres de choses-là, aussi disponibilité de masques au besoin, là. Donc, tout ça. Le masque n'est pas obligatoire ici au Québec, là. Il est recommandé par la santé publique, comme par exemple dans les rues ou si on va faire notre marché, mais il n'est pas obligatoire. Et peut-être une différence, finalement, c'est peut-être dans sa personnalité, la personnalité de notre premier ministre, M. Legault. Il est très, je dirais, terre à terre. Très, il explique de façon très simple. Climatique. Finalement, il y avait un taux d'approbation qui était des taux qu'on voit seulement en Russie ou en Chine. Là. Il y avait, suite aux premières semaines de conférences de presse journalières, il y avait un taux d'acceptation dans la population de 97 là. C'était tout à fait incroyable. Là, il est peut-être à 80 mais c'est encore très, très élevé. Donc, il y a une confiance dans les décisions du gouvernement actuel. On espère que ça va continuer. C'est certain que là, le déconfinement, si on retourne, les enfants vont à l'école primaire et les professeurs sont là, et si jamais il y a une augmentation rapide de cas, là, c'est certain que ça va causer problème. Donc, c'est un peu un jeu, là, présentement. Je pense qu'il prend un risque. Il prend un risque, mais je pense que la population est prête à suivre, à tout le moins pour l'instant. J'aurais une question qui est un petit peu dans un champ différent. J'ai eu plusieurs discussions avec des chercheurs de l'Institut Pasteur et un des éléments qui revient, c'est qu'on commence à avoir des données sur l'épidémie, mais des données qui peuvent ressortir d'un questionnaire, qui peuvent être des données médicales, qui peuvent être des données génomiques. Et on n'a pas de colonne vertébrale en France actuellement sur toute cette question des données. Et comme j'ai vu que vous étiez au Québec sur ce sujet très, très tôt positionné, alors autour des initiatives de Joshua Bengio sur la question du traçage numérique, par exemple, mais aussi l'Observatoire international des données numériques que vous avez à l'Université de Laval, si je ne me trompe pas. Oui. Cette approche en termes d'usage des données, d'abord, est-ce qu'elle pose problème du point de vue de la population? Et deuxièmement, est-ce que vous avez quelque chose qui va permettre de centraliser et puis d'avoir de l'efficacité sur toutes ces données qui nous viennent au fur et à mesure au fil de l'eau actuellement? Oui, très bonne question. C'est sûr, on est très près. Peut-être on a un avantage au Québec. On est petit. Globalement, ça reste quand même petit en termes de population. On se connaît tous assez bien. Et le gouvernement du Québec a investi, et les Canadiens aussi, depuis plusieurs années, dans tout ce qui est infrastructure, intelligence artificielle, avec au choix Benjo et d'autres, là, dans le MILA et d'autres organisations. Nous, au Fonds de recherche du Québec, on a créé l'Observatoire il y a maintenant un peu plus d'un an. Donc, on a ces genres d'outils-là qui sont disponibles et on a décidé très tôt, au mois de mars, là, avec la pandémie, d'investir davantage, de donner davantage de moyens à l'Observatoire pour démarrer des projets de recherche, je dirais, qui sont associés à l'acceptabilité sociale d'utilisation des données en temps de pandémie. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs discussions de l'équipe de Bengio avec l'ensemble du gouvernement du Québec. Donc, dans le ministère, mon ministère de tutelle qui est Économie, Innovation,
très rapidement, ça a fait consensus. Oui, c'est un outil intéressant que Benjo veut faire. L'équipe de Au choix Benjo veut faire. Ça fait du sens, on veut y aller. Lorsque c'est arrivé à l'intérieur du gouvernement, là, c'était plus compliqué. C'est sûr que le ministère de la Justice, par exemple, le numérique, la santé, au ministère de la Santé et des Services sociaux, les élus, la ministre et des ministres délégués très positifs. Certains fonctionnaires un peu moins, en disant c'est dangereux. Mais ce qui a été fait rapidement, encore une fois avec l'équipe de Benjo, c'est d'aller chercher des éthiciens de l'Université de Montréal et de l'Université McGill qui font partie de son équipe, là, qui finalement regardent finalement en mettant certaines conditions, en disant bon, c'est que pour une période de temps, l'utilisateur peut toujours revenir en arrière et dire moi je ne veux plus participer. Une fois que la pandémie est terminée, on met fin à tout ça. Fait, il semble avoir une assez bonne acceptabilité sociale. Il y a eu quelques articles plus négatifs en disant non, 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 on ne veut pas ce traçage-là. Mais peut-être le modèle utilisé par le MILA est quand même un peu moins agressif, je dirais, que les modèles qu'on a vus en Corée du Sud ou à Singapour. Et en même temps, on a aussi les Google de ce monde là, qui ont les données. Qu'on le veuille ou non, eux les ont déjà. Fait que peut-être qu'on se dit on devrait peut-être avoir un outil québécois, entre guillemets, canadien, qui semble assez fiable. C'est encore en test, encore en développement. Là. Il n'y a pas eu le OK final du gouvernement du Québec. On est en discussion avec le bureau du premier ministre, l'équipe d'Auchois, et on avait une discussion jeudi dernier à ce sujet-là avec le bureau du premier ministre. Mais je pense qu'on avance assez bien au niveau québécois et canadien et avec une assez bonne acceptabilité sociale à date. Là. On va voir un peu lorsque ça va démarrer. Et en plus, l'outil d'Auchois, on n'a pas besoin pour avoir ça donne des résultats un peu intéressants. On n'a pas besoin d'avoir 60-70% de la population qui adhère, même avec du 10-15% et des algorithmes qu'ils ont. Ça devrait être suffisant là, pour avoir une bonne l'information qui peut être utile aux décideurs en termes des points chauds de pandémie et tout ça. Là. Ouais, tout à fait. Et la question que je me posais à travers ça, est-ce qu'il y a une réflexion sur les questions de souveraineté numérique? Vous êtes encore plus près que la France de Facebook, Google et consorts. Et en la matière, est-ce que ça repose un petit peu un modèle structurel dans la durée un petit peu différent? Oui, c'est ce qu'on voudrait faire là, avec des groupes comme Mila et il y en a un autre qui s'appelle la compagnie Element AI, qui aussi avait été créée Ouais. par un des fondateurs était Oshua Benjo. Là. Et là, on aimerait bien au Québec, au Canada, finalement développer un modèle, je dirais, canadien, en espérant qu'éventuellement ce modèle-là puisse être exportable, en incluant à l'intérieur du modèle peut-être une considération, je dirais, sociale, peut-être un peu plus grande que ce que les GAFA font en général. Et c'est pour ça qu'on avait eu la Déclaration de Montréal, c'est pour ça qu'on a l'Observatoire aussi sur les impacts sociétaux. Donc, on espère d'avoir ce genre de souveraineté numérique, mais aussi éventuellement que le modèle pourrait être exportable ailleurs dans le monde. C'est sûr que c'est pas simple parce que les grands de ce monde, les Google, les Amazon, les Microsoft de ce monde, il y a des offres continuelles d'acheter ce qu'on a ici au Québec, là, sur Montréal. Eux font des offres faramineuses à des chercheurs comme Ochoa Benjo. Là, et Ochoa a toujours résisté en disant non, 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 moi je veux développer pour la société. Pas juste une question de faire beaucoup d'argent, c'est de redonner à la société qui lui a permis d'avoir une formation universitaire. On est chanceux de l'avoir, mais on dit souvent en anglais le money talks. Est-ce qu'à un moment donné, les offres vont être tellement énormes que là, oui, un peu comme Elementai aussi. Elementai a démarré très rapidement. Ça a été très, très bien. Mais maintenant, les grands joueurs le regardent ils font pas de cadeaux. C'est sûr que c'est pour ça qu'ils sont capables d'avoir un modèle canadien qui finalement est peut-être plus près
je dirais, du modèle européen. Là. C'est par rapport au modèle américain, par rapport au modèle asiatique. Donc, et là, on avait déjà discuté là, dans le cadre du G7, par exemple, avec la France et le Canada. Il y a aussi, moi, récemment, avant la pandémie, j'étais en Allemagne et on avait discuté avec le gouvernement allemand, de dire, ben, nous, notre façon de penser est assez près de l'Europe, là, plus que peut-être nos amis américains. Est-ce qu'on pourrait travailler davantage ensemble? Donc là, c'est sûr que ça, c'est un peu mis de côté avec la pandémie, mais il faudrait y revenir rapidement là, de bâtir ces ponts-là en termes et ça pourrait, je pense, ça pourrait rassurer nos citoyens ici au Canada, mais probablement aussi en Europe. Si on pouvait travailler un peu plus ensemble et peut-être essayer de contrôler est un grand mot, mais d'être capable d'être une alternative aux GAFA de ce monde-là. Mais c'est pas simple parce qu'en période de pandémie, on voit c'est que ces GAFA-là ont pris encore plus de parts de marché, plus ils sont de plus en plus énormes. Donc, ça ne sera pas simple, post-pandémie, de s'assurer qu'on ne perd pas ce genre de souveraineté québécoise ou canadienne. J'étais venu à la rencontre en juin 2019, là, à la tête d'une mission parlementaire. J'étais allé voir Mila, Element AI, l'Observatoire, j'avais vu Madame Langlois à l'Observatoire à l'Université de Laval. J'avais rencontré la directrice de la charte de l'Université de Montréal, enfin de la charte de Montréal. C'était d'ailleurs très intéressant parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'intelligence artificielle, mais si ma mémoire est bonne, qui est néphrologue et qui a une approche éthique très différente de celle des informaticiens. Et moi, j'avais trouvé justement que ce modèle était extrêmement riche et certainement en très grande partie transposable dans un écosystème européen avec la France comme acteur, avec l'Allemagne bien sûr. La pandémie a pour l'instant un effet de repli sur soi. Chaque État considère qu'il doit il doit s'occuper de sa population, il se referme. Il y a un mécanisme qui est normal. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'on est en train de bâtir certainement des nouvelles choses. Et donc, en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas justement des synergies sur ce qui est du long terme à vraiment travailler davantage pendant qu'effectivement l'urgence, et vous le disiez tout à l'heure, on déconfine, on regarde à notre porte ce qui va se passer et c'est bien compliqué d'intervenir, d'interférer ailleurs. Mais sur cette question du long terme, est-ce qu'il n'y a pas une étape qu'on pourrait franchir justement en ce moment parce que on s'aperçoit qu'il y a des nécessités évidentes et nouvelles, en tout cas pour le grand public que je représente, moi, en tant que politique, il y a vraiment des choses nouvelles qui émergent. Et ce qui était un petit peu dans un microcosme jusqu'à maintenant, est-ce que c'est pas le moment justement pour semer cette graine et pour inventer ce modèle de souveraineté numérique, de partage, qui soit pas celui des GAFA ou qui soit pas non plus celui de la Chine, pour ne pas la nommer. Hein, mais il y a cette tension-là. Oui, et vous en avez peut-être déjà discuté là, avec la déléguée du Québec à Paris. C'est certain que moi, dans mon rôle là, ici au Québec, j'ai travaillé très étroitement avec des collègues un peu partout à travers le monde pour créer un réseau d'aviseurs scientifiques là, au gouvernement. Ça s'appelle INGSA, c'est le réseau International Network for Government Science Advice. INGSA. Et c'était Peter Glockman, qui était scientifique en chef de Nouvelle-Zélande, avec quelques collègues. Et moi, je suis un des membres fondateurs. Je suis maintenant un des vice-présidents d'INGSA. Et on devait avoir à Montréal, au mois de septembre, la prochaine réunion internationale d'INGSA.
Mais là, bien sûr, c'est retardé en 2021 plutôt que 2020. Et là, on travaille avec INSA davantage tout ce qui est COVID à l'international. On avait une réunion hier. Moi, le rôle que je vais décider de jouer, parce que je suis au niveau de la direction d'INSA, le seul francophone là-dedans, c'est-à-dire comment positionner le conseil scientifique dans la francophonie. Bien sûr, avec la France, avec la Belgique, avec la Suisse, mais encore davantage, je dirais, avec l'Afrique. Et on a pris quelques initiatives. On a organisé des ateliers en conseil scientifique au Sénégal. On a organisé au Cameroun. Là, il y en avait d'autres qui s'en venaient, mais bon, tout est retardé. Et j'avais proposé au gouvernement du Québec, il y a quelques semaines, au ministère des Relations internationales, de dire, ben, est-ce que c'est pas l'opportunité, dans une période de pandémie, de se positionner dans la francophonie, là, de dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, ben, il va y avoir des demandes énormes, des besoins énormes partout dans le monde, mais c'est certain qu'en Afrique, il va en avoir beaucoup. Et en Afrique francophone, peut-être que nous, au Québec, on est petit, mais peut-être qu'avec des collègues en Europe, on pourrait jouer un rôle d'aide du côté conseil scientifique, mais peut-être aussi ciblé. On avait parlé un peu du numérique, là. Peut-être là-dedans aussi, en termes d'intelligence artificielle, utilisation d'intelligence artificielle, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. C'est très tôt. Et notre ministère ici n'était pas vraiment prêt là parce qu'il était encore dans l'urgence, eux aussi, là, de rapatrier les Québécois qui étaient à l'étranger et tout ça. Fait qu'il y avait pas Mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir là-dessus et peut-être de dire on commence pas à essayer de le faire à travers le monde entier, mais si on cible la francophonie, il y a peut-être quelque chose à faire là avec l'OIF, avec d'autres organisations, là, et de voir comment France, Québec, avec d'autres collègues du côté intelligence artificielle et santé. Il y a des Benjo de ce monde. Il y en a aussi, bien sûr, des collègues chez vous en France. Il y a déjà beaucoup de collaboration du côté de la recherche. Et peut-être qu'on pourrait bâtir un peu là-dessus pour peut-être élargir là, à l'ensemble de la francophonie. C'est des idées très préliminaires, là, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Complètement. Ça, on pourrait vous envoyer plus d'informations. J'en ai discuté à quelques reprises avec de vos collègues au gouvernement français. Là. Et nous, on est après, ici, on est après de développer aussi là, des expertises, d'avoir davantage d'expertise en recherche, intelligence artificielle et santé. Et c'est sûr que la pandémie accélère tout ça. Donc, on dit dans notre jargon québécois, là, avoir des chercheurs bilingues, des chercheurs qui comprennent l'intelligence artificielle et qui comprennent la santé. Parce que c'est pas le même langage. Donc là, dans notre gouvernement, on a décidé d'investir dans le recrutement de jeunes chercheurs qui sont vraiment là, des experts dans les deux secteurs. Il n'y en a pas des masses, mais quand même bâtir et aussi la relève, les étudiants, les doctorants, pour s'assurer qu'on a des personnes là, qui peuvent parler les deux langages. Ça, c'est très, très intéressant de penser d'ores et déjà la formation situation. Ce qui était un petit peu commencé pour les questions environnementales, finalement, oui. Il y a certainement un prolongement à trouver ou un parallélisme à effectuer avec les questions IA et santé. À ce titre, moi je suis député de Haute-Garonne, là, donc à Toulouse, on a un centre d'intelligence artificielle, un des 4 centres français, qui a une composante aéronautique forte, mais qui a aussi une composante forte environnement et santé. Du fait qu'on avait un écosystème de recherche en santé qui est assez développé, notamment sur la recherche sur le cancer, mais sur d'autres recherches également. Et c'est vrai que là, moi, l'impression du député qui regarde, et puis là, je suis vraiment rentré dans le système de recherche français parce que la crise accélère bien des choses.
et je suis allé regarder à pas mal d'endroits. Et l'impression, c'est que aujourd'hui, on est encore à avoir des difficultés à travailler suffisamment en réseau avec les bonnes personnes. En tout cas, moi, c'est le regard que je porte là sur le moment de la crise. L'exemple typique, c'est aujourd'hui, on a trouvé des effets assez prometteurs sur une molécule, mais ça fait une semaine qu'en Italie, ils avaient sorti ce résultat scientifique selon un protocole à eux. Et finalement, on se dit, on a fait une semaine de plus de recherche pour la même chose. Est-ce qu'il n'y avait pas juste à s'assurer que leur protocole nous convenait et puis gagner du temps, quoi. Et sur l'intelligence artificielle, pour avoir regardé depuis pas mal de temps, il y a énormément d'échanges ponctuels entre Toulouse et Montréal. Alors, bien sûr, entre Paris et Montréal, il y en a de nombreux, mais Toulouse, à travers la structure Ivado, par exemple, il y a un historique ancien sur ces questions-là. Et l'impression que j'ai, c'est que pour l'instant, c'est presque des relations de hasard. Alors parfois, c'est des collaborations parce qu'on a un même sujet précis de recherche, mais on n'a pas encore réussi à véritablement trouver une dynamique suffisamment globale pour qu'il y ait un effet entraînant permanent et qu'on soit finalement chacun de notre côté de l'Atlantique beaucoup plus solide sur nos bases sur ces questions-là. Et donc l'initiative effectivement de fédérer à travers la francophonie, c'est certainement la meilleure des idées dans la mesure où il y a un potentiel en Afrique qui est considérable, mais que ce potentiel, il faut lui permettre de se développer et la situation, rajoutée à la situation de crise, fait que c'est un petit peu compliqué. Donc j'entends bien là votre remarque sur ces partenariats à essayer de mettre en œuvre. La charte de Montréal, par exemple, est un véhicule intéressant pour la francophonie, parce que c'est une manière d'aborder dans des termes qui sont parfaitement compréhensibles de tous, des questions qui peuvent aller très loin et éminemment scientifiques, ou bien aussi avoir ce côté grand public qui est nécessaire, parce que si les gens ne comprennent pas du tout les décisions tirées de la science, on a beaucoup de mal. Enfin, on le voit en France aujourd'hui, hein, on a toutes sortes de difficultés pour éviter tout ce qui est de l'ordre de la fake news ou de l'emballement sur quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du scientifique, mais bien de l'irrationnel et pas autre chose. Avec un système médiatique, je pense qu'on est tous dans le même. Il n'y a pas un acteur qu'il faut montrer du doigt, mais le système médiatique aide pas à avancer avec un cheminement scientifique. Et donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui jaillissent avec cette crise. Et je pense vraiment qu'on a besoin on va dire, de structurer un champ de réflexion, mais aussi d'action, parce qu'on sait que s'il n'y a que la réflexion et pas l'action derrière, on tourne un petit peu en rond. Donc, en termes d'initiative, effectivement, je suis complètement preneur de tout ce qui est mis en œuvre côté Québec pour essayer de voir comment ça peut s'inscrire avec des dynamiques déjà existantes, parce qu'il y en a, comment ça peut permettre d'appuyer la création de nouvelles dynamiques, parce qu'on a aussi besoin de créer des choses. Je crois qu'il y a un travail effectivement qui a effectué là-dessus. On a à l'Assemblée nationale et au Sénat l'Office parlementaire des choix scientifiques. Moi, je suis un petit peu désespéré que cette entité qui fait un travail qui est de qualité, qui est très sérieux, mais on a un problème, c'est que personne ne l'écoute
il y a pas un seul citoyen qui se tourne vers cette entité. Et donc, quelque part, moi, j'en suis réduit à me dire, on a besoin on va dire, de cautions scientifiques qui viennent d'ailleurs pour renforcer cette idée que la science, peut-être que c'est pas la seule chose qu'on doit regarder pour prendre des décisions, mais c'est quand même, faute de quelque chose de mieux, un premier indicateur sur lequel il faut travailler et surtout qu'il faut être capable d'expliquer. Et c'est vrai que là, on le voit, il y a des scientifiques qui parlent très bien aux médias, mais ce n'est pas forcément ceux qui ont les bonnes explications à donner. Il y a des scientifiques qui sont excellents dans leur domaine de recherche, mais qui ont une incapacité totale à faire de la médiation scientifique, donc on ne les comprend pas, donc on n'est pas convaincu, et c'est compliqué de travailler avec ça. Donc, toutes les questions de réflexion et d'éthique me semblent assez essentielles à travailler, mais elles ne peuvent se travailler que sur la base de travaux communs de recherche. Donc, moi, je suis vraiment ravi d'avoir eu cet échange avec vous parce que ça permet déjà d'avoir une vision extérieure. Moi, je vais devoir me prononcer sur le plan de déconfinement du Premier ministre pour voter. On est tellement dans notre truc qu'on est, à la limite, on n'est plus capable on va dire, de prendre un petit peu de hauteur pour positionner son vote. Un éclairage qui vient d'ailleurs, ça fait du bien, ça permet de relativiser certaines choses. Et je pense que ça permet vraiment d'avancer. Donc, tout ce qui peut permettre on va dire, de faire évoluer la science, mais dans toutes ses ramifications, moi, je suis preneur, et je suis preneur pour le relayer auprès du groupe d'amitié des députés. On est plus de 110 députés dans ce groupe. Donc, c'est une belle caisse de résonance. Parce qu'il y en a sur le territoire hexagonal, mais il y en a aussi dans les territoires d'outre-mer qui sont très concernés par le Québec. Je pense à mon collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Clairvaux, par exemple, qui regarde de très près tout ce que vous faites. Donc, il y a vraiment énormément de choses, à mon avis, qu'on peut travailler ensemble. Là, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une information auprès des députés du groupe d'amitié sur notre échange. Que j'aimerais pouvoir, éventuellement, c'est s'ils ont, si vous pouvez avoir quelqu'un un petit peu en face pour, s'ils ont des questions plus spécifiques. J'ai un laboratoire de recherche. Il y a peut-être un étudiant qui voudrait faire une thèse en co-tutelle, mais là en ce moment c'est compliqué, comment on fait, etc. Ça, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important qu'en ce moment, quand on passe par les ministères, quand on pose des questions comme ça, et c'est bien normal, mais les ministères, ils nous disent non mais attendez, là, on peut pas gérer ça, excusez-nous. Et donc là, on a un peu besoin de passer par les chemins de traverse, mais je pense vraiment que ce qu'on fait en ce moment, ça va construire demain, juste après-demain, là, et donc c'est important qu'on puisse fonctionner un petit peu différemment aussi. Donc, vraiment, je suis ravi de cet échange. Et deux, si vous en êtes d'accord, de me donner, on va dire, les coordonnées, un mail qui me permette de dire, voilà, si vous avez des questions, des besoins ou des correspondances à établir, je vous propose qu'on fonctionne comme ça. La délégation du Québec, j'ai eu 2-3 échanges, c'est pareil, vous parliez des gens qu'il fallait rapatrier. J'ai compris qu'il y avait des priorités par-dessus les priorités en ce moment. Ouais. Ouais. Non, c'est excellent, et d'accord avec plusieurs des points que vous avez mentionnés là.
moi, j'ai paru déjà devant votre groupe, là, le groupe de parlementaires avec Cédric Villani à 2 reprises, je crois. Oui, J'avais rencontré Mme Vidal aussi lorsqu'elle était venue au Québec il y a un certain temps. Je vais peut-être vous envoyer aussi, là, j'ai eu dans des articles de journaux récemment, le week-end dernier, dans des journaux québécois, là, sur la science en temps de pandémie. Et il y avait un autre, c'était sur les laboratoires de recherche académique, en disant, ça, ce sont nos PME du savoir. Là. C'est le mhm, Québec de demain. Et si on arrête d'investir au niveau des universités, des centres de recherche, on va perdre à moyen terme. Là. Donc, je pourrais vous envoyer ça. Et aussi, peut-être qu'on pourrait, là, avec chez vous ou ailleurs, j'aime bien le modèle des laboratoires, des unités mixtes internationales du CNRS. Là. Ils ont un nouveau nom maintenant, là. oui, Mais il y en a quelques-uns au Québec qui fonctionnent très bien. Et moi, j'aime beaucoup le modèle. Et peut-être que du côté intelligence artificielle, santé ou quoi que ce soit, l'intelligence artificielle, oui, vous mentionnez Ivado, l'aérospatiale, peut-être avec votre région, mais peut-être qu'on pourrait explorer davantage aussi. Là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en partenariat avec le CNRS, avec d'autres peut-être, là, de créer un laboratoire? mhm, On est peut-être utiliser des façons de faire un peu différentes et créer un laboratoire international CNRS entre chez vous et ici au Québec avec le Mila ou Ivado ou d'autres. Pour moi, ça a plus ou moins d'importance, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Ça permet beaucoup d'aller-retour d'étudiants en co-tutelle. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, peut-être que ça serait quelque chose, une opportunité là, de créer ça dans la situation actuelle. Et certainement que nous, ici au Québec, on pourrait avoir un peu de moyens et probablement que le PDG du CNRS, là, Antoine, peut-être qu'il y aurait aussi des possibilités de son tout à côté fait. là, de créer quelque chose, d'élargir un peu le nombre parce que présentement, on a des activités côté du Nord, la recherche nordique. On en a en mathématiques appliquées, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans avec Montréal. Il y a du côté tout ce qui est microélectronique avec Sherbrooke, ça fonctionne très bien aussi. Donc, il y en a quelques nouveaux qui sont en voie d'être créés. Et peut-être qu'on pourrait utiliser l'opportunité là, de la pandémie pour accélérer des choses et peut-être Mhm, sortir des façons de faire très traditionnelles qui sont toujours très lourdes et un peu longues. Là. Sont très ouverts. Donc, moi, je vais complètement. vous envoyer un peu d'informations et aussi le nom d'un collègue qui pourrait être un point de chute pour Oui. vous, là, qui pourrait par la suite faire le lien avec les différents milieux académiques. Écoutez, je Ça vous va? remercie vraiment pour cet échange, hein. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu d'accent québécois à la maison, hein. Donc, Ah, oui, ça fait longtemps que je suis pas allé dans votre région, là, mais j'ai eu beaucoup de collaborations au début de ma carrière à McGill avec l'Université Paul Sabatier. Là. Je vais aller à Toulouse à quelques reprises. On avait des collaborations dans le domaine de la dépendance à la morphine, dépendance aux opiacés, la douleur. On a eu beaucoup de collaborations hmm, avec Toulouse à ce moment-là. Non, non, très bien. merci, Donc, vous merci n'êtes encore une fois et on se fait c'est des moi. échanges, on reste en contact. Là. Très bien, très bien. Merci beaucoup et bonne Merci journée. et bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.